Bonjour et bienvenue au rendez-vous des FNB. Je suis Erika Toth et aujourd'hui, je m'entretiens avec Frédéric Demers, stratège en chef de notre équipe de solutions d'investissement multiactifs chez BMO Gestion mondiale d'actifs. Entre l'inflation qui refuse de disparaître, les banques centrales qui restent prudentes et les risques géopolitiques qui s'invitent dans les marchés, comment lire le régime macro actuel et surtout comment s'y adapter? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Avant qu'on commence, un petit rappel. Les points de vue exprimés sont ceux des participants à la date de l'enregistrement et peuvent changer sans préavis. Le contenu est fourni à fin d'information générale uniquement et ne constitue pas de conseil de placement personnalisé ni une recommandation visant un investisseur en particulier. Les investisseurs devraient évaluer leur situation personnelle et consulter un professionnel en placement avant de prendre toute décision d'investissement. Donc, Fred, on est presque à mi-parcours de l'année. Quelle a été la plus grande surprise macroéconomique par rapport à vos attentes en début d'année? Est-ce que c'est la croissance, le niveau d'inflation ou le marché de travail? Oui, bonjour Erika, bonjour tout le monde. Question importante, évidemment, avec le président Trump, on a tendance à avoir des surprises. Mais en début d'année, dans ma publication des grandes tendances de 2026, il y avait quelques éléments qui se confirment, et ça, c'est intéressant. Le cycle de CAPEX en intelligence artificielle, non seulement se confirme, mais est beaucoup plus important que ce qu'on pensait. On attend l'année passée, 2025, grosso modo, 350 milliards d'investissements CAPEX des hyperscalers. On s'attendait peut-être 400, 450. On va finalement être autour de 500, 550, 700, 700 cette année. Et l'année prochaine, pour 2027, les annonces, c'est qu'on s'en va vers le 1000 milliards, dépasser le 1000 milliards. Donc ça, c'est extrêmement positif. Les économistes ont un peu de misère à analyser des chiffres quand ça vient des entreprises. Ils sont bons pour les lectures statistiques, les ventes de détails, des choses comme ça. Mais quand ça vient des entreprises comme ça, et la différence dans ce ci c'est que c'est une poignée d'entreprises qui dépensent des montants colossales. Ça va soutenir l'économie américaine de façon importante. On le voit, ça soutient les bénéfices, ça soutient les chiffres d'affaires. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est réparti dans l'ensemble de l'économie, mais quand on regarde les résultats agrégés, c'est ça qui est important pour l'investissement, pour la lecture de l'économie, c'est extrêmement positif. Le problème avec ça, c'est que ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Donc, ça continue de confirmer un peu qu'on a une bonne économie quand on mesure en PIB, quand on mesure en bénéfices. On le voit, les marchés boursiers à des niveaux records. Mais la lecture du marché de l'emploi reste pas nécessairement faible ou faire craindre la récession, mais on ne voit pas le même degré d'excitement dans le marché de l'emploi. Donc, ça, c'est important. L'autre chose qu'on avait dans les perspectives 2026, c'était de dire ben, le baril de pétrole à 50-60 ça peut être un peu moins cher, mais les risques sont qu'il va être un peu plus cher. Bien évidemment, le conflit en Iran a cristallisé ce risque. On n'avait pas prévu de conflit, mais l'idée était de se positionner pour un peu plus de choc de matières premières, un peu plus d'énergie. Donc, ça, c'est intéressant, ça s'est joué. Maintenant, est-ce que ça va faire déraper la belle perspective d'économie américaine? Je pense pas, encore une fois, parce que la moitié de la croissance vient de quelques entreprises. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'impression qu'on a à propos de l'économie nous déçoit. Hein? Notre pouvoir d'achat a diminué. L'inflation alimentaire est élevée, l'inflation des logements, l'inflation du prix de l'essence, le prix à la pompe nous fait mal. Mais en somme, on ne verra peut-être pas ça dans les chiffres agrégés. Donc, ça va être une économie qui va rester embêtante pour les gens parce que notre expérience quotidienne est difficile et on va être confronté à des niveaux records de bénéfices, des marges de profit à des niveaux historiques. Donc, c'est une économie extrêmement intéressante, mais embêtante parce qu'on a de la misère à voir l'effet dans notre portefeuille au quotidien. Fred, lorsque la géopolitique commence à avoir un impact réel économique, quels sont les principaux canaux de transmission que vous surveillez en priorité? L'énergie, est-ce que c'est le commerce? Est-ce que c'est les chaînes d'approvisionnement, les conditions financières ou la confiance? Lequel est le plus pertinent en ce moment? Ben, dans un cycle normal où c'est l'ensemble des entreprises, l'ensemble des ménages qui contribuent, c'est ce qu'on avait, je dirais, jusqu'à la pandémie. On regardera un ensemble d'indicateurs. Encore une fois, on a grosso modo presque 30 de l'activité économique aux États-Unis qui est générée par 10-12 entreprises.
Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Quand on regarde les sondages d'opinion des ménages, c'est dramatique depuis 5 ans, 3, 4 ans minimum. Ça se compare, c'est dans des creux qui se comparent aux creux de la grande crise financière de 2008-2009. Quand on regarde les chiffres statistiques, quand on regarde les chiffres d'affaires agrégés, on ne le voit pas. Donc, encore une fois, il y a des pièges ici, il faut faire attention. On est dans un cycle atypique et la concentration qu'on a dans le marché boursier est simplement un symptôme de la digitalisation de l'économie qui continue d'être gérée par même pas 12 entreprises qui s'accaparent des parts de plus importantes de l'économie. Donc, c'est une lecture économique qui peut nous amener dans des pièges. Et il faut faire attention, les indicateurs traditionnels ont été beaucoup moins efficaces et ils continuent d'être moins efficaces. Fred, parlons-nous maintenant spécifiquement de l'énergie. Si les tensions géopolitiques se traduisent par un choc énergétique, quel est selon toi le chemin le plus crédible entre les prix de pétrole puis l'inflation de base? Et quels signaux indiqueraient qu'on passe d'un choc temporaire à des effets plutôt secondaires? Ben, la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un baril de pétrole à 100 on n'aime pas ça. L'essence à presque 2 le litre, on n'aime pas ça. Mais si on ajuste pour l'inflation, ça reste quand même intéressant parce que c'est le coût, pensez au coût de la vie, des logements, de l'alimentation qui a explosé dans les 10 dernières années. Donc, en termes de poste budgétaire, les coûts de l'énergie, c'est relativement petit. Hein? Ça, c'est en moyenne. On sait que pour des gens, ça peut être plus important, mais c'est en moyenne moins de 5. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de dire, ben, ça va être la dérive parce que le baril est à 100 ne faut pas oublier, le baril est à 150 à son sommet en juillet 2008. Ça, c'est il y a longtemps. Donc, si on ajoute l'inflation, c'est pas si mal. Maintenant, c'est sûr que l'inflation a déjà commencé à augmenter. Le prochain mois, les prochains chiffres vont nous voir une hausse supplémentaire. Mais déjà, on commence à voir un baril de pétrole autour de 90-95 $. On est en dessous des sommets qu'on a eus dans les dernières semaines. Et potentiellement, si les choses se résorbent, on ne retournera pas vers 50-60 mais potentiellement retourner vers les 80 et ça va faire en sorte que les pressions inflationnistes vont diminuer. Est-ce qu'il va y avoir des pressions ailleurs? Ça, c'est ce que les banques centrales se posent toujours. Peut-être un peu, mais ça ne m'inquiète pas tellement. Je suis beaucoup plus inquiet pour l'inflation, surtout aux États-Unis, avec la résilience de l'économie américaine. On regarde l'inflation des services, entre autres, est encore, même avant le conflit, était forte. Elle risque de demeurer forte. Ce ne sera pas tellement à cause du pétrole, c'est vraiment que l'économie américaine reste beaucoup plus résiliente que ce qu'on avait escompté. Les marges de profit, ce n'est pas une inflation qui vient des hausses salariales. Souvent, historiquement, c'était ça. Mais qu'est-ce qu'on a? On a des marges de profit qui sont à des niveaux historiques records et qui continuent d'augmenter. C'est une des belles surprises et pour les investisseurs en bourse, c'est extrêmement intéressant. Fred, d'après toi, où est-ce que le Canada est-il le plus exposé ou le mieux protégé face aux chocs géopolitiques mondiaux? Est-ce que c'est via l'énergie, le commerce ou le consommateur? Et d'après toi, comment cela s'influence-t-il la trajectoire de la Banque de Canada par rapport à celle de la Fed? Ben, le consommateur canadien, je le dis depuis un bout de temps, il a un œil au beurre noir. Il est fatigué. Le choc de taux d'intérêt fait mal. Hein. On a des hypothèques à taux variables, ça fait mal. On a survécu, mais on a quand même un œil au beurre noir. On voit les mauvaises créances sur les hypothèques qui augmentent. Ça explose pas, mais ça augmente. Ça montre qu'il y a un peu de stress. Pour le choc commercial, bien évidemment, on a encore à faire face à l'incertitude commerciale. Le président Trump, je pense qu'il comprend que juste garder l'incertitude, ça nous fait mal. Ça fait mal comment? Pas via les tarifs, la crainte des tarifs. L'investissement des entreprises est en baisse au Canada. Aux États-Unis, il explose. Au Canada, ça baisse depuis l'année passée. Donc, ça fait mal. Évidemment, le pétrole, on en profite. On est un grand exportateur, mais on ne verra peut-être pas à court terme une explosion des dépenses des entreprises pour euh, extraire plus de pétrole. À long terme, on va le voir dans les prochaines années. Le gouvernement Carney fait des efforts, mais ça va prendre quand même du temps avant de changer la direction. Donc, 2026 va être encore une année un peu décevante sur le plan macroéconomique, sur la croissance économique du Canada. Il faut espérer qu'en 2027, on commence à réaccélérer, mais ce ne sera pas la grande explosion non plus. Et quel serait, si on parle des 4 à 6 prochaines semaines, Fred, l'événement ou le signal clé que vous amènerait à remettre en question ce scénario central? Est-ce que c'est plutôt une surprise sur l'inflation ou un affaiblissement, marqué, de la croissance ou, plutôt une escalade de la géopolitique?
L'inflation, c'est parce que tout le monde s'attend que ça va monter. Donc, c'est pas plaisant de voir les chiffres monter, de le payer à la pompe. Mais d'un point de vue marché, je pense que tout le monde a compris qu'il allait avoir un choc, que ça allait diminuer. Donc, c'est vraiment la grande question, c'est dans 6 mois, est-ce qu'il y a de l'inflation au-delà des choses visibles comme le prix à la pompe et ainsi de suite. Donc, ça reste à déterminer. Ça va prendre plusieurs mois. Ce qui me rendrait nerveux, et je pense pas que ça va arriver, c'est de voir les grandes entreprises de technologie dire, ben, finalement, on va baisser nos plans de dépenses en CAPEX. Je pense que ça va accélérer en 2027, mais ce serait le genre de choses. Donc, je dors assez bien. Souvent, des fois, on se dit, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Moi, je dors assez bien. J'étais très content de voir le cycle économique qui n'est pas idéal, mais d'un point de vue investissement en bourse, l'investissement en CAPEX est là pour accélérer en 2026-2027 et ça va continuer de surprendre. Les gens, le marché est un peu nerveux, n'aime pas voir les grandes dépenses, mais le fait est que ça va continuer à accélérer et ça va continuer de générer des bénéfices qui vont être spectaculaires pendant les 2 prochaines années peut-être. Fred, as-tu d'autres commentaires ou pensées à ajouter pour conclure notre discussion aujourd'hui? Ben, il y a des pièges souvent, hein, lecture économique, lecture de la bourse. On se dit, ça ne peut pas continuer. Mais les cycles de CAPEX se mesurent en décennies, en 10 ans. On est peut-être à 3, 4 ans au début du cycle, je dirais. Donc, on approche peut-être la mi-chemin de ce cycle. Donc, il faut faire attention de ne pas penser que ce qu'on a vu dans les derniers mois ne continuera pas. Je pense qu'en fait, ça va accélérer la transformation digitale aussi. Je pense que l'intelligence artificielle ça va causer une surprise. On ne sait pas exactement de quoi ça va avoir l'air dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais ce qui est clair, c'est que ça va transformer profondément nos économies, nos entreprises. Et moi, je trouve ça que c'est extrêmement positif, mais ça va surprendre. Et il ne faut pas être trop inconfortable par rapport à ça. Un gros merci, Fred, d'avoir partagé tes perspectives avec nous aujourd'hui. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. À la prochaine. Merci, ça fait plaisir.